Eh bien, merci d'être avec nous et bravo d'avoir probablement franchi quelques obstacles. Eh bien, encore une fois, cette 27e journée Pédiadol, eh ben, on s'en souviendra. On s'en souviendra plus d'une raison. D'abord, bah, c'est la deuxième fois qu'on fait pas cette journée à l'UNESCO. Hein. On avait nos habitudes depuis 30 ans, on avait notre ronde serviette, on avait nos pantoufles, et ben là, il a fallu changer. Euh, et puis, c'est aussi la première fois où on vous voit pas en chair et en os. Hein. On n'a pas cette énergie, cet enthousiasme que nous partageons pour améliorer nos pratiques. Et c'est cette présence, votre présence, qui nous récompense chaque année. C'est ces journées que les professionnels peuvent échanger, débattre, renforcer leur motivation, leur confiance pour modifier et améliorer leurs pratiques. Et en cette période de crise, hein, eh bien, c'est évident que la participation à ces journées nous a apparu encore plus nécessaire. Alors, ça n'a pas été simple. Hein. Il y a eu beaucoup de débats entre nous. Hein. C'était dur d'abandonner ce présentiel. Donc, avec Comme Santé, avec le groupe Pédiadol, est-ce qu'il fallait faire du présentiel, du distanciel, de l'hybride? Il y a un mois, rien n'était décidé. Et donc, vous voyez, finalement, on a finalement opté pour l'option chacun chez soi, donc les intervenants, on est chacun plus ou moins chez eux, mais sans masque. Et c'est ça qui a été déterminant, car on voulait que vous voyiez un visage humain qui n'est pas tronqué, complètement humain, et ça illustre bien le paradoxe actuel qui nous fait privilégier l'isolement pour garder la qualité relationnelle du lien social. Et à cette occasion, je voudrais vraiment saluer la performance de Comme Santé, hein, la patronne, Jenny Trupin, mais Rebecca Perrier, Astrid Nerbusson, Vanessa Estrade, Raphaël Gassis et toute la fourmilière de Comme Santé qui se sont mobilisés jour et nuit en un temps record pour permettre la tenue de cette journée. Alors le programme, bah, vous avez vu, il y a 4 blocs. Hein, la relation, les petites sondes qui sont souvent des grands événements pour les enfants, les expériences douloureuses dans l'enfance, les traces mnésiques, qu'est-ce qu'il en reste, et toute l'actualité sur la biblio et sur, en effet, la période de Covid. Et donc, à chaque fois, on vous demandera, à chaque fin de bloc, d'évaluer votre satisfaction concernant le contenu de chacun de ces blocs. Il y a un prix, le prix Apicil, le prix infirmier. Alors, là aussi, on va vous demander de voter. Hein, ce sont les sessions du matin. Hein, il y en a 5 qui sont 5 communications. Illuminart, chanter pendant les fonds d'œil en néonatologie, le recueil urinaire, la pose d'une sonde orogastrique et l'homéopathie pour les ECBT. Donc, vous voyez, vous allez voter laquelle de ces communications vous préférez et on remettra le prix Apicil dans l'après-midi et donc c'est un prix de 1000 euros. Vous avez aussi le livre des actes, hein, toutes les communications écrites, hein, le contenu des communications écrites vous pouvez télécharger quand vous allez sur la session, il y a un petit bandeau rouge et les actes, et là vous avez accès au contenu écrit. N'oubliez pas de remplir les questionnaires de satisfaction, hein, c'est le sondage qui va vous demander à chaque fois, en effet pour chacun de ces 4 blocs, comme je vous l'ai dit, on va vous demander ça. Vous pouvez bien sûr poser des questions via le chat et elles seront transmises aux intervenants. Enfin, je voudrais remercier chaleureusement nos partenaires, c'est-à-dire Air Liquide, c'est KCO, c'est Krinex, c'est Dipongo, c'est Kyowa Kirin, HypnoVR, OncoComfort. Et un grand salut chaleureux là aussi à la Fondation Apicil, donc qui nous soutient, notamment pour ce prix. La Fondation de France aussi qui nous a donné une subvention spécifique avec la période Covid. Et puis je voudrais aussi parler de l'association Sparadrap qui est en effet qui est à nos côtés depuis des années hein, et là qui traverse une période très difficile, hein, comme beaucoup d'associations. En effet, il y a une chute budgétaire énorme et avec une survie pas évidente dans les mois qui viennent. Et donc vous pouvez les aider
en achetant des documents, en commandant des formations à Sparadrap et faire des dons. Il y a un appel à dons. Vous allez aller sur leur site et vous allez voir que vous pourrez les aider, parce que ce serait dommage que cette association n'existe plus dans les mois qui viennent. Je vous souhaite un bon congrès et nous allons commencer tout de suite par le premier bloc, et l'outil sans la relation, et je vais demander à Eliane Josset-Raffet et à Bénédicte Lombard de rentrer sur scène. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, nous avons le plaisir d'entendre 4 oratrices sur le thème de l'outil sans la relation, comme un pinceau sans peintre. Chacune déclinera dans son champ d'expertise des propositions pour favoriser ou mieux comprendre la relation de soins à petites touches. Les présentations de moyens non médicamenteux de prise en charge de la douleur nous montreront l'importance de la relation dans le soin. C'est maintenant le moment d'accueillir Rebecca Chantland, qui est professeure de psychologie du développement et qui travaille à l'université Lyon 2. Elle est spécialiste des compétences socio-émotionnelles et de la psychologie positive. Et elle va nous parler de l'importance des liens vis-à-vis des enfants, évidemment, dans le champ de la prise en charge de la douleur. On lui donne la parole. À vous, Rebecca. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir conviée à ces 27e journées Pédiadol. Est-ce que tout le monde voit aussi le PowerPoint en même temps, parce que je ne le vois pas? Oui, voilà, parfait, merci. Dans le cadre de cette présentation, nous allons aborder comment la proximité relationnelle peut contribuer à une meilleure régulation de la douleur, des émotions, des comportements, notamment grâce à la co-régulation dans un premier temps entre parents et enfants, qui permet ensuite progressivement le développement des compétences d'autorégulation de l'enfant. Diapositive suivante. La co-régulation est permise par la proximité relationnelle sécurisante, qui passe d'abord par une proximité physique avec l'enfant, que l'on appelle l'attachement. Or, nous vivons aujourd'hui dans une société qui valorise fortement l'autonomie, qui est parfois comprise comme le fait de ne pas devoir dépendre des autres, de ne pas avoir besoin des autres, tandis que l'attachement fait penser à une dépendance qui a mauvaise presse. Ainsi, dès le plus jeune âge, parents et professionnels encouragent à couper le cordon symboliquement sans tarder. On encourage ainsi les parents à mettre les enfants à la crèche dès le plus jeune âge pour qu'ils développent plus rapidement la socialisation hors du cercle familial. Les professionnels eux-mêmes cherchent aussi à éviter qu'un lien d'attachement trop fort se développe avec un enfant accueilli. Et donc, le professionnel, toujours dans une bonne intention, par peur de rendre l'enfant dépendant d'un adulte, va chercher à éviter cet attachement en évitant une référence, d'être le référent de cet enfant sur une trop longue période, comme l'ont montré les travaux de Jacqueline Wendland notamment. Or, ce que montrent les recherches, c'est qu'il n'y a pas une opposition entre autonomie et attachement. Au contraire, plus l'attachement est sécurisant, plus ça va permettre l'autonomisation de l'enfant. Il est donc essentiel, dans un premier temps, de commencer par orienter les efforts des parents et des professionnels pour cultiver ce lien d'attachement, car l'autonomie n'en sera que mieux développée, comme nous le verrons dans les différentes recherches qui seront présentées. Diapositive suivante. Donc, dans un premier temps, nous présenterons les recherches ayant mis en évidence l'importance de la proximité physique pour favoriser ce lien d'attachement et le développement de l'autonomie de l'enfant. Puis, nous aborderons comment l'acceptation d'une interdépendance entre les humains, plutôt que la peur de dépendre des autres, peut contribuer à faire émerger des relations constructives, apaisées, en évitant un certain nombre d'impasses relationnelles dans lesquelles parents, enseignants, travailleurs sociaux et soignants peuvent se retrouver en essayant d'éviter justement de créer des liens d'attachement.
Enfin, nous conclurons par quelques perspectives sur le développement d'une culture de l'interdépendance dès la petite enfance qui permet de favoriser un climat de coopération et de solidarité. Diapositive suivante. Lorsque l'on devient parent ou professionnel de la petite enfance, la question de l'attachement comme un frein ou un levier pour le développement de l'enfant se pose régulièrement. Faut-il laisser pleurer le bébé pour qu'il apprenne à réguler seul ses émotions plus rapidement? Faut-il éviter de prendre souvent l'enfant dans ses bras pour qu'il ne devienne pas capricieux ou toujours en quête d'attention de ses parents? C'est une question que se posent de nombreux adultes. Et pour répondre à ce type d'interrogation, liées aux effets de la proximité physique régulière avec l'enfant sur son développement, sur le développement de son autonomie, de nombreux chercheurs ont commencé à effectuer des recherches pour identifier l'impact de cette proximité physique et relationnelle sur le développement de l'enfant. Une première équipe de chercheurs, dès les années 90, à l'Université de Columbia à New York, a commencé à expérimenter dans ce champ. Et donc, cette première expérimentation a proposé à un groupe de jeunes mamans qui a été divisé en deux groupes. Un premier groupe auquel on a offert des porte-bébés. Et on l'a dit à ces mamans, le plus possible, vous allez porter le bébé sur vous, dans vos bras. Et à l'inverse, à l'autre groupe, on leur a offert un transat et on leur a proposé le plus possible de placer l'enfant dans le transat pour qu'il puisse s'autonomiser plus rapidement. Et ils ont suivi donc ces familles pendant plusieurs mois. Et à l'âge de 13 mois, ils sont revenus donc en lien avec ces familles pour voir le développement des comportements d'autonomisation de l'enfant, c'est-à-dire la capacité à s'écarter des parents, à aller visiter une autre pièce, à rencontrer un inconnu. Et ils ont constaté que plus les enfants avaient été portés, plus ils avaient de facilité à s'écarter de leurs parents en se sentant en sécurité. Donc, c'est vraiment la première recherche qui a ensuite encouragé beaucoup d'autres recherches dans ce champ, qui a permis d'identifier qu'il n'y avait pas une opposition entre l'attachement fort entre l'enfant et son parent et le développement de cette autonomisation. Diapositive suivante, des travaux plus récents ont également mis en évidence donc l'importance de cette proximité physique, peau à peau notamment, sur la santé physique et sur le développement de l'enfant par la suite. Par exemple, dans une recherche qui a été publiée l'année dernière dans le Lancet, ils ont montré une réduction de 40% de la mortalité des prématurés grâce au dispositif Kangourou. Alors certainement, vous êtes déjà au courant de l'importance de ce type de dispositif comparativement aux incubateurs qui peuvent être proposés aussi dans les services prématurés. On comprend alors toute l'importance des évolutions techniques qui ont pu avoir lieu dans ce champ, qui permettent de favoriser encore davantage le contact du parent avec le nourrisson, par exemple avec des capteurs moins invasifs qui vont permettre aux parents de prendre davantage l'enfant peau à peau contre eux. Chez l'adulte également, on voit que le simple fait de tenir la main d'un proche permet de réduire la sensation de douleur, de traverser des périodes de douleur intense sur le plan physique. Donc, à tout âge de la vie, finalement, cette proximité physique peut être, avec un proche bien sûr, peut être un gage de sécurité affective qui va permettre de mieux réguler la douleur, les émotions et les comportements. Diapositive suivante. À l'inverse, donc, lorsque le nourrisson est séparé de ses parents de manière prolongée, de séparation physique, cela va inhiber certains systèmes neuronaux qui sont responsables des comportements de recherche de contact avec autrui. Et lorsque ces systèmes sont davantage inhibés, on observe une diminution de l'activité du bébé, un repli sur soi, ce qui rappelle des travaux plus anciens, bien sûr, chez les enfants qui avaient des syndromes abandonniques. Et parallèlement, l'autre système physiologique, donc le système de survie, se met en action, donc est suractivé, ce qui va générer différents symptômes avec donc une activation physiologique forte. Donc on parle du système de panique, du système d'alerte, qui va entraîner pour seul objectif une recherche de sécurité avec plus de pleurs, plus de cris.
le contact physique, lorsque l'enfant est effectivement en situation de détresse, lorsqu'il pleure, lorsqu'il crie, ce contact physique va permettre d'apaiser le système d'alerte, notamment par le biais de la sécrétion d'ocytocine, qui est favorisée par le toucher, comme vous le savez certainement. Ainsi, ce que montrent les recherches, c'est que le nourrisson qui a bénéficié davantage d'un degré élevé de proximité physique va avoir une plus grande sécurité affective, donc un attachement sécurisant. Et par la suite, ce que montrent les recherches, c'est que 10 ans plus tard, ce contact physique proche avec l'enfant prédit de meilleures compétences de régulation des émotions et des comportements. Donc là, encore une fois, même sur les études vraiment longitudinales, on voit des effets importants de cette proximité physique sur les capacités d'autorégulation par la suite. Donc il n'y a pas encore une fois une opposition entre la co-régulation dans un premier temps de l'adulte avec l'enfant et le développement de l'autonomie dans cette régulation. Diapositive suivante. Donc dans la lignée finalement des travaux de John Bowlby, Mary Ainsworth sur l'attachement, de nombreuses recherches ont permis de mettre en évidence que plus ce lien d'attachement par l'aisance avec laquelle une personne pourra tisser d'autres relations sécurisantes par la suite. Ces effets à long terme donc, ont été constatés, par exemple, dans une étude qui a été menée auprès de 73 nourrissons qui étaient nés prématurément, qui avaient bénéficié du dispositif kangourou, donc peau à peau, avec leur maman, pendant 2 semaines, comparativement au même nombre d'enfants qui avaient été dans un incubateur, sans contact physique prolongé durant cette période de 2 semaines. Et ils ont montré comment, là encore une fois, sur un recul de 10 ans, comment ça permettait une meilleure régulation du stress, une meilleure qualité du sommeil, un meilleur fonctionnement physiologique, de meilleures capacités d'autorégulation. Diapositive suivante. Il semblerait donc à la fois dans le champ de l'accompagnement, de la parentalité, mais aussi dans le champ de la formation des professionnels de la petite enfance et du soin. Il conviendrait donc vraiment d'encourager cette proximité relationnelle plutôt que de la craindre, autant donc, de soutenir à la fois cette proximité relationnelle en tenant compte du fait qu'elle va permettre de répondre aussi par la même occasion aux autres besoins psychologiques fondamentaux que sont le sentiment d'autonomie et le sentiment de compétence, car ces 3 besoins en fait sont interreliés. Plus le sentiment de proximité relationnelle est important, plus il va permettre de développer ce sentiment d'autonomie et de compétence. On le retrouve d'ailleurs également dans le domaine scolaire, où plus l'attachement ou la qualité de la relation à l'enseignant est forte, plus l'élève va pouvoir développer ce sentiment d'autonomie et de compétence. De même, on retrouve, c'est aussi un questionnement qui se pose dans les couples sur la question de l'attachement et dans une société qui valorise fortement l'indépendance. Ce qu'ont montré les recherches sur la qualité de la relation dans les couples et le développement aussi des compétences et de l'autonomie au sein des couples, c'est que le degré d'interdépendance perçu, donc l'interdépendance, c'est-à-dire le fait de sentir que l'autre est là pour nous aider, cette interdépendance perçue ne génère pas une perte d'autonomie, au contraire, en acceptant cette interdépendance, ça va conduire à un soutien mutuel qui contribue au développement des compétences de chacun et à la réalisation de projets personnels. Par exemple, dans la première étude citée sur cette diapositive, Finney a montré que plus cette interdépendance était forte, donc dans des situations où l'un des partenaires se trouve en difficulté, plus ça va lui permettre de développer ses propres compétences pour faire face ensuite à la difficulté de manière autonome. Dans l'étude suivante de Rosegoult et collaborateurs, ils ont accueilli donc des couples au laboratoire et ils ont évalué le degré d'interdépendance perçue
ainsi que les projets que ces couples avaient, donc personnellement, chaque membre du couple, pour les 6 mois à venir, comme par exemple obtenir un diplôme, reprendre le sport, etc. Puis ils ont suivi donc ces couples et 6 mois plus tard, ils ont demandé à quel point ils avaient atteint les buts qu'ils s'étaient fixés chacun. Et ils ont constaté que plus le degré d'interdépendance était fort, donc le sentiment de pouvoir compter sur l'autre pour pouvoir mener à bien ses projets, plus les buts fixés individuellement étaient atteints. Donc là, encore une fois, on voit que le degré d'attachement, que ce soit dans un couple d'adultes ou que ce soit de l'enfant envers son parent, n'est pas un frein au développement de projets personnels et à l'autonomisation. Diapositive suivante. L'importance de ce sentiment de proximité relationnelle, comme je vous le disais précédemment, dépasse en fait le milieu familial et donc en contexte de relations sociales, l'inverse du sentiment de proximité relationnelle, qui est le sentiment d'exclusion, va réduire au contraire la capacité d'autorégulation. Donc dans une expérimentation, par exemple, qui a été réalisée par Baumeister et collaborateurs, ils ont fait venir des participants au laboratoire et ils ont généré une condition d'exclusion où il était précisé aux participants que normalement cette tâche se faisait à plusieurs, mais que personne n'avait souhaité faire cette tâche avec lui. Et à la suite de cette première tâche, ils avaient un test de goût, donc ils devaient goûter différents biscuits. Et les chercheurs ont constaté que les participants qui étaient en condition d'exclusion, où on leur disait que personne n'avait souhaité faire la tâche avec eux, consommaient 2 fois plus de biscuits dans une tâche subséquente en raison de ce sentiment d'exclusion qui diminue donc cette capacité d'autorégulation des comportements. De même, en contexte scolaire, donc, le sentiment de proximité relationnelle à l'enseignant va être un moteur de motivation et de réussite, d'engagement dans les apprentissages qui va favoriser ensuite l'autonomie de l'enfant. Diapositive suivante. Donc, cette question de la sécurité affective apportée par le contexte scolaire notamment a été étudiée dans le cadre de recherches comparatives où on a étudié en fait différents types de pédagogie, des pédagogies qui sont davantage centrées sur la qualité de la relation à l'enfant, la place centrale donc accordée à l'élève. Et la question qui pouvait se poser et qui m'a amené à faire une thèse sur cette question, c'est de savoir si dans cette sorte de cocon qui est proposé par les pédagogies alternatives ou les pédagogies nouvelles, finalement est une condition qui surprotège l'enfant et qui va empêcher ou diminuer le développement de son autonomie, de ses capacités d'adaptation, ce qui va générer des difficultés à la sortie de ce cursus, ou si au contraire, cette qualité, cette sécurité de base qui est proposée en milieu scolaire va favoriser le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, pour reprendre la terminologie de l'Organisation mondiale de la santé, et donc permettre une meilleure adaptation. Alors d'après les sens de but, on a le même projet, une interdépendance de moyens, on n'a pas les mêmes connaissances et les mêmes expériences, et les recherches montrent que ça va augmenter la motivation, l'engagement, le bien-être des élèves et donc le développement de leurs compétences et des apprentissages. Donc, on a tout intérêt finalement à aller vers le développement d'une culture, entre guillemets, de l'interdépendance dès le plus jeune âge, comme c'est le cas d'ailleurs, alors à la fois dans les pédagogies nouvelles, mais aussi dans le système scolaire traditionnel, par exemple au Québec, où dès ce qu'ils appellent le jardin d'enfants, ils vont commencer à proposer des projets où on développe cette interdépendance, c'est-à-dire on va s'appuyer sur les différences de chacun pour en faire une richesse. Diapositive suivante. Du côté des parents et des professionnels, donc cette valorisation de la capacité à gérer les situations sans demander de l'aide, donc l'inverse de la culture de l'interdépendance, la culture de l'indépendance, va avoir des effets délétères en fait, à la fois sur le parent, mais aussi sur le couple et sur l'enfant. En fait, ce qu'ont montré les recherches
notamment de collègues de l'Université de Louvain, Moira Nicolas-Jacques, Isabelle Roskam, ils ont identifié le syndrome de burn-out parental qui ne concerne pas seulement les parents d'enfants ayant des besoins spécifiques ou des maladies chroniques, mais peut toucher tout parent qui est dans cette dynamique de ne pas oser demander de l'aide, ne pas oser demander du soutien et chercher à assumer tout seul. Donc, poussé finalement par cette société qui cultive l'indépendance et qui fuit l'interdépendance quelque part, ou le fait de devoir demander de l'aide à d'autres, on se retrouve donc dans une forme d'illusion d'indépendance qui nous pousse à croire qu'on peut tout assumer seul et pour pouvoir conserver ce sentiment d'autonomie. Et on peut avoir l'impression que demander de l'aide ou recevoir de l'aide serait un signe de faiblesse et d'immaturité. Mais à force de tout assumer seul au niveau de la famille ou au niveau du travail, pour les professionnels, il y a un risque d'épuisement, donc on appelle le burn-out. C'est ce qu'on observe sur le burn-out au travail ou le burn-out parental. Et les recherches menées donc, par les collègues de l'Université de Louvain, puis qui ont été également développées ensuite dans 40 pays actuellement, montrent que le burn-out parental multiplie par 10 les risques de négligence et de maltraitance de l'enfant. Donc, on a vraiment tout intérêt, et c'est d'ailleurs la raison qui nous a poussé à vraiment travailler sur le développement d'une perception différente de la relation d'attachement, la relation d'interdépendance aux autres, pour permettre aux parents de se sentir plus à l'aise de demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin, de demander du soutien avant qu'ils n'en arrivent à un état d'épuisement. Et cet épuisement va donc avoir des conséquences en premier lieu sur le couple avec une augmentation des tensions, mais ensuite sur le développement de l'enfant et notamment de la qualité de l'attachement. Diapositive suivante. Donc, comme le souligne finalement le rapport des 1000 premiers jours de l'enfant qui a été remis au ministère des Solidarités et de la Santé en septembre dernier, une attention toute particulière devrait être accordée au développement de cette relation sécurisante, en particulier au cours des premières années de la vie. Donc, à la fois une relation d'attachement sécurisant aux parents, mais aussi avec les professionnels qui peuvent aussi agir en tant que tuteurs de résilience lorsque notamment il y a des difficultés trop importantes au sein de la famille pour permettre un attachement sécurisant de l'enfant. Diapositive suivante, je vous remercie de votre attention et peut-être y a-t-il des questions qui ont émergé dans le chat. Je ne sais pas comment vous allez me les transmettre. On va maintenant pouvoir écouter Céline Bouchard, qui est infirmière ressources douleurs à l'hôpital Trousseau à Paris, qui va nous présenter une étude multicentrique qui a été menée entre Trousseau et Poissy et qui nous présentera Illuminart, bienfait de la distraction immersive. On vous écoute, Céline. Bonjour à tous, je suis Céline Bouchard, infirmière ressources douleurs au centre de la douleur de l'hôpital Trousseau à Paris. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir le diaporama. Moi pour actuellement je ne le vois pas. Alors j'aimerais bien, moi, si c'est possible, voir apparaître le diaporama, que je puisse l'avoir en même temps, s'il vous plaît. Super, merci. Et donc, je vais vous présenter une étude, alors pas multicentrique, mais qui a été faite sur Trousseau avec mes collègues, Madame Pogam, le docteur Prieto et le docteur Tournière, où on a fait une étude sur la douleur provoquée par les soins dans une consultation de chirurgie pluridisciplinaire et avec effectivement l'introduction d'une distraction immersive Illuminart. Diapositive suivante. Et alors effectivement, depuis plusieurs années, les infirmières nous appellent très régulièrement pour des situations de soins vraiment complexes avec une douleur importante. Tous les liens entre anxiété, phobie et douleur, ils sont connus, ils sont plus à remettre en cause. Et comme vous le savez, la distraction et l'hypnoanalgésie ont vraiment toute leur place dans les soins, mais les infirmières sont souvent seules pour le réaliser. Et puis, il existe peu de prémédication médicamenteuse.
Du coup, nous nous sommes dit que ça serait intéressant de faire un état des lieux, de faire un audit, avec pour objectif principal d'identifier les enfants qui nécessiteraient plus, c'est-à-dire qui nécessiteraient une prémédication avec une surveillance prolongée et pourquoi pas une hospitalisation de jour. Diapositive suivante. Et alors en fait, on n'a pas réalisé une étude, ça serait beaucoup trop simple, nous en avons fait 2, avec pour objectif donc d'évaluer l'intensité de la douleur lors de ces soins. Et puis de décrire en parallèle toutes les stratégies antalgiques qui sont mises en place. Pour cela, comme vous pouvez le voir, on a réalisé une première étude en 2018 où on a fait le choix d'avoir un observateur extérieur, donc un des membres du centre de la douleur, sans changement des pratiques de la part des infirmières, avec une grille de recueil que je vais vous présenter un peu plus tard. Et à la fin de cette étude, on a fait la connaissance de Art dans la Cité et d'Illuminart, qui est un système de distraction 2D en projetant des images. Et on s'est dit que ça serait intéressant de faire la même étude en utilisant ce système de distraction. Diapositive suivante. Alors, quels étaient nos critères d'évaluation? Notre critère d'évaluation principal, vous vous en doutez, c'était l'évaluation de la douleur avant, pendant et après le soin. Et pour cela, on utilisait des échelles validées. Donc, en auto-évaluation, nous avons choisi de l'échelle visuelle analogique et l'échelle numérique. Et en échelle d'hétéro-évaluation, nous avions choisi la FLAC. Et puis après, vous voyez des critères d'évaluation secondaires. Alors d'abord démographique avec l'âge et le sexe de l'enfant. Puis ensuite, on regardait le type de soin, quel degré d'information les infirmières disposaient avant de réaliser le soin, et puis comment s'étaient passés les soins précédents. On regardait également si les enfants étaient douloureux au domicile, et puis l'installation et la présence des parents. Nous notions également les moyens antalgiques médicamenteux ou non qui étaient utilisés pendant les soins, la contention avec l'échelle PRIC, et on demandait aux soignants d'estimer le niveau d'anxiété de l'enfant avant le soin et, selon elle, comment le soin allait se dérouler. Diapositive suivante. Donc là, vous voyez en fait le dispositif de la première étude et ce qui est important de noter, comme vous voyez, c'est que l'observateur était vraiment neutre, donc il n'intervenait pas, ou en tout cas, il n'était pas censé intervenir au cours du soin. Et vous retrouvez nos différents critères d'évaluation, notamment donc la douleur et puis la contention avec l'échelle PRIC. Diapositive suivante. Et donc, dans la deuxième étude, qu'est-ce qui va changer? C'est l'utilisation de ce dispositif Illuminart et avec l'observateur qui n'est plus neutre pour le coup, mais avec ma collègue, nous étions vraiment acteurs dans le soin, acteurs avec Illuminart pour accompagner l'enfant. Les critères d'évaluation, le principal et les secondaires, n'ont pas évolué. Diapositive suivante. Et alors, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est qu'Illuminart, parce que ça va aussi avoir un impact sur la suite de mon propos. Donc, c'est un dispositif interactif et immersif, mais je vous propose de regarder un film pour mieux vous rendre compte de ce que c'est et je vous retrouve après. Je veux bien le film. C'est un dispositif qui projette des contenus pour eux, pour la chambre, pour qu'ils s'amusent avec. Celui-là, c'est juste contemplatif, on regarde. Il y en a d'autres avec lesquels on peut jouer avec la magie. Oui, mais pour détourner son attention s'il a de la douleur. Absolument. Oui. En projetant en grand format, au plafond ou au mur, différents contenus, contemplatifs ou interactifs, il peut s'évader de l'environnement aseptisé de la chambre d'hôpital. Il est destiné aux patients et à leur entourage, mais aussi aux équipes soignantes qui peuvent pratiquer certains actes médicaux dans une atmosphère plus détendue et sereine. L'utilisateur a le choix entre différents types de créations. L'Aquarium virtuel est un film d'animation qui invite à une promenade immersive dans l'univers aquatique. Balade multisensorielle en forêt, associée à des sons et des odeurs pour s'évader à partir de la découverte de grands espaces. Composition couleur, une œuvre qui peut être transformée selon son humeur, en jouant sur des formes géométriques et des couleurs. Planétarium musical,
parcours musical et sonore dans la galaxie. Cette approche non médicamenteuse est déjà développée dans une vingtaine d'établissements en France et en Europe. Diminution de l'angoisse, de la solitude, de la douleur, augmentation du bien-être et de l'estime de soi. Petit par sa taille, mais immense par ce qu'il permet de faire et de ressentir, Illuminart insuffle de l'humain et de la douceur à l'hôpital. Il apaise tous les acteurs qui gravitent autour de lui. Nice. Open your eyes. Super, merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment un dispositif où l'enfant est aussi acteur. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les résultats du coup de ces 2 études. Diapositive suivante. Alors, comme vous pouvez le voir, eh ben, en 2018, nous avons pu observer 111 soins, soit 95 enfants. Et en 2019, donc en utilisant le dispositif Illuminart, nous avons observé 110 soins, et donc 102 enfants. Comme vous pouvez le constater sur la diapositive, il y a en gros la moitié des soins qui ont été réalisés en chirurgie des brûlés, l'autre moitié en chirurgie orthopédique, et puis quelques soins en chirurgie viscérale et des prélèvements principalement en 2019. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons une moyenne d'âge de 6 ans et une médiane à 4 ans, ce qui signifie que la moitié des enfants que nous avons observés avaient moins de 4 ans, donc principalement des petits. Et vous voyez avec des extrêmes de 2 mois allant jusqu'à 17 ans et 20 ans. Vous pouvez le voir dans la première étude, il y a autant de filles ou de garçons, et dans la deuxième, nous avons plus de garçons avec un sexe ratio à 1,55. Diapositive suivante. Diapositive suivante, merci. Du coup, quels types de soins nous avons observés? Donc principalement des soins de brûlure qui correspondent à des nettoyages et des réfections de pansement. Les soins de chirurgie orthopédique, on avait retrouvé beaucoup de soins de doigts de porte, d'ongles incarnés, de pansements d'amputation, de syndactylie ou des pansements de plaies. Au niveau des soins de chirurgie viscérale, vous voyez qu'on a observé donc des kystes pilonidaux et des abcès, plus nos quelques prélèvements. Et puis, on a noté que les localisations, c'était principalement au niveau des extrémités, c'est-à-dire au niveau des mains et des pieds. Diapositive suivante. Alors, on demandait donc avant le soin et on regardait si les enfants avaient déjà eu des soins préalables et on constate que, effectivement, 86 et 75% des enfants étaient déjà venus en consultation. On retrouve quelques enfants qui ont au domicile des douleurs encore modérées à sévères entre les soins. Donc, à la question qu'on posait aux infirmières, à votre avis, quel est le niveau d'anxiété de l'enfant? On leur demandait sur une échelle numérique de 0 à 10. Et là, vous pouvez constater qu'entre les 2 études, on a une baisse de plus de 50% et 16,4% des enfants 2019 restaient anxieux selon les infirmières avant le soin. Et on leur demandait également, à votre avis, comment le soin va se passer? Et là aussi, bonne surprise, les infirmières estimaient que le soin allait bien se passer ou très bien se passer dans la majorité des cas. Et vous voyez que le mal ou très mal, notre score a diminué, notre pourcentage a diminué entre les 2 études. Diapositive suivante. Par contre, nouvelle un peu moins bonne, on s'est rendu compte que les infirmières avaient aucune ou peu d'informations avant de démarrer le soin, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas ce qu'elles allaient trouver sous le pansement. Et ça, vous voyez, dans 42 et 74% des soins, ce qui est vraiment important. Autre nouvelle pas très bonne, c'est que vous voyez que les prémédications sont rares, quasiment inexistantes, avec seulement 5 soins en 2019 où une prémédication avait été donnée et on se rend compte en plus qu'elle était souvent inadaptée, c'est-à-dire avec du paracétamol. Diapositive suivante. Autre mauvaise nouvelle, c'est que les infirmières sont seules pour réaliser les soins, c'est-à-dire que vous voyez qu'elles étaient seules à 90 et 96% des soins dans les 2 études, avec une présence d'un étudiant infirmier qui est
bon, un petit peu là, mais voilà, pas forcément aussi d'une aide pour ces infirmières. Par contre, voilà, très très bonne nouvelle, et ça c'est plus du tout à remettre en question, la présence des parents. Ils sont là à plus de 95%, ils ont tous presque un contact sécurisant avec leur enfant. Les soins se réalisent soit dans les bras, soit sur la table d'examen en fonction de leur âge et du lieu du soin. Et puis, vous pouvez voir qu'il y a une participation vraiment active des parents à la distraction, 50% dans la première étude. Et on a pu constater que ce chiffre a diminué dans la deuxième étude. Mais là, c'est dû principalement au fait qu'avec ma collègue, comme nous étions actrices dans l'accompagnement de l'enfant avec Illuminart, qu'on accompagnait l'enfant tout du long du soin, on a laissé malheureusement un petit peu moins la place aux parents pour la distraction de leur enfant. Diapositive suivante. Alors, quels moyens antalgiques ou non les infirmières utilisaient pendant les soins? Donc, vous pouvez voir que dans la première étude en 2018, 28 enfants recevaient ni distraction ni méopa, que 20 enfants avaient du méopa seul, un quart à peu près des enfants, un petit peu plus d'un quart avaient de la distraction, et seulement 21 enfants avaient du méopa plus de la distraction. Et là, il y a une très grande amélioration en 2019, où vous pouvez constater que seulement 5 enfants ont refusé et le méopa et la distraction. Alors, c'est principalement des adolescents où les images d'Illuminart n'étaient peut-être pas très adaptées pour eux. Et vous pouvez voir que quasiment la moitié des soins se sont faits avec de la distraction, Illuminart ou d'autres systèmes, et que l'autre moitié des soins, on retrouve et le méopa et la distraction. Donc vraiment une belle progression. Diapositive suivante. Quels étaient donc les niveaux de douleur que l'on a retrouvés pendant le soin? Donc vous pouvez voir que, étant donné que la médiane était à 4 ans, nous avons beaucoup plus d'hétéro-évaluation que d'auto-évaluation. Et là, on a eu une belle surprise, c'est-à-dire que 71% des soins ne représentent aucune douleur ou un léger inconfort pour les enfants. On retrouve des douleurs modérées, vous voyez, entre 11 et 22% dans les deux études. Et puis, les douleurs sévères, elles représentaient 15% à peu près dans la première étude. Et vous voyez qu'elles ont réussi à bien diminuer quasiment de moitié dans la deuxième étude. Mais on garde quand même 6,5% des enfants qui ont des douleurs sévères pendant les soins. Diapositive suivante. Et donc là, on peut le mettre en lien avec la contention qu'on a évaluée avec l'échelle PRIC. Donc vous pouvez voir que la moitié des soins se passe sans aucune contention. Par contre, on retrouve une contention forte, donc c'est-à-dire que plusieurs parties du corps de l'enfant sont maintenues par plusieurs personnes avec vraiment un enfant qui se débat. Et là, on a un score identique en 2018 et 2019 avec 4,5% des enfants où il y a une contention forte de la part des soignants. Diapositive suivante. Alors là, c'est juste que vous puissiez avoir une petite idée. La durée moyenne de consultation, vous voyez, est stable entre les deux études de 30 minutes, avec des extrêmes quand même assez importants, de 10 minutes à 2h30 pour l'année 2019. Une durée moyenne du soin technique, vous voyez, également équivalente à peu près à 15 minutes, là aussi avec des extrêmes de 1 minute à 1 heure. 1 heure, c'est vraiment très long pour ces enfants. Et les infirmières ont eu besoin d'un avis médical dans la moitié des soins environ. Diapositive suivante. Alors en résumé de ces deux études, plein de points positifs. Tout d'abord, un grand savoir-faire technique et relationnel de la part des soignants qui accueillent ces enfants. Mais par contre, des fois à double tranchant, c'est-à-dire qu'elles ont une très grande autonomie, mais des fois dans des situations qui peuvent relever d'une expertise médicale. À noter que 2/3 des soins se passent bien et que 71% des soins, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de douleur ou un léger inconfort. Et puis, bien sûr, la présence et l'implication des parents. Diapositive suivante. Alors, j'ai souhaité quand même faire une analyse des soins ou des enfants qui avaient des douleurs sévères dans les soins en 2018 et 2019. Et là, je me suis rendu compte qu'on a vraiment retrouvé une population à risque. C'est-à-dire que ce sont les enfants de 1 à 3 ans. Ce sont les mêmes enfants où on retrouve cette contention forte. Et pourtant, les infirmières font vraiment attention à ce qu'il y ait un contact étroit et sécurisant avec leurs parents. Le méopa a toujours été essayé, alors toujours ou presque, et puis on retrouve quand même des fois de force malheureusement. Et dans ces situations, on a toujours retrouvé l'intervention d'un deuxième soignant. Vous vous souvenez que dans la première étude, l'observateur était neutre,
mais il a dû se transformer en deuxième soignant pour accompagner l'infirmière dans 23% des soins. Et dans la deuxième étude, comme nous étions déjà acteurs et impliqués dans la distraction de l'enfant, nous avons aussi continué à les aider. Diapositive suivante. Alors, quelques pistes de réflexion. Donc, quoi faire pour ces enfants qui sont douloureux, avec des douleurs intenses et une contention forte? Eh bien, je pense que ce sont vraiment des candidats à de nouveaux moyens de sédation et d'analgésie. Alors, ça pourrait être de la morphine, de l'hypnovel, mais dans ces cas-là, dans quelles conditions d'administration et de surveillance? Et puis, oui, est-ce qu'il faudrait réfléchir à une hospitalisation de jour? L'importance d'augmenter les binômes infirmiers et infirmiers auxiliaires, vraiment dans ces situations anticipées, dans ces enfants à risque que l'on peut éventuellement repérer avant les soins. Toujours bien penser au homéopathe en association à Illuminart, à la distraction, à l'hypnoanalgésie. On aime bien dire sur Trousseau ceinture et bretelles, vraiment l'association des deux. Et puis avoir une piste de réflexion sur ces enfants, vous avez vu, qui gardent des douleurs au domicile entre les soins. Diapositive suivante. Alors, pour conclure, effectivement, qu'est-ce qu'a permis Illuminart dans la deuxième étude? Comme vous avez pu le voir pendant le film, ça a réellement permis de créer une atmosphère plus sereine dans la pièce et du coup d'accueillir l'enfant et ses parents dans de meilleures conditions. Ils arrivaient dans un cadre de soins vraiment accueillant et beaucoup plus, je pense, rassurant. Au cours du soin, ça a réellement permis de détourner l'attention de l'enfant et du coup de modifier sa perception du soin. Et puis d'impliquer davantage les soignants dans le jeu, dans la distraction, dans la discussion avec les images projetées. Il y a eu de très beaux soins où les infirmières ont réussi à impliquer, vous avez vu les poissons, à impliquer l'eau, tout ça, et à l'introduire dans le soin qu'elles étaient en train de réaliser. Quelques difficultés cependant, principalement d'installation, des salles de soins pas forcément adaptées à la projection des images et au plafond et au mur. Pour des soins dans de bonnes conditions, il faut une luminosité importante, ce qui a empêché des fois la bonne visualisation. Et je conclurai mon topo en disant que vraiment, il faut la participation d'un deuxième soignant pour accompagner l'enfant, pour le distraire, pour animer Illuminart et vraiment être dans cette interaction avec l'enfant. Diapositive suivante. Les soignants pour leur implication et puis Art dans la Cité et Illuminart pour l'implication dans ce projet et leur soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup Céline pour cette présentation, cette étude très riche qui vient complètement s'imbriquer avec la présentation de Rebecca Chantelain. Et effectivement, on voit la relation alliée à un outil de distraction très puissant et avec l'avantage d'une mesure, la mesure de la pratique de la distraction. Donc, merci beaucoup Céline. On va maintenant passer à un autre dispositif, celui du Buzzy. Et c'est Nathalie Duparc, qui est infirmière puéricultrice à l'hôpital Robert Debré, infirmière ressources douleurs, qui va nous parler de ce dispositif que certains connaissent peut-être déjà et que d'autres vont avoir la chance de découvrir grâce à Nathalie. Nathalie, à toi la parole. Bonjour à tous, je vais vous parler d'un dispositif antalgique Buzzy et faire un point sur son utilisation. Buzzy est un petit appareil qui permet de diminuer la douleur liée aux soins impliquant des aiguilles. Il se présente sous la forme d'une abeille dont le corps vibre. Il fonctionne avec des piles. Il dispose d'ailes amovibles qui, stockées au congélateur, sont une source de froid. C'est en 2009 que le Dr Amy Baxter, pédiatre urgentiste américaine, a inventé cet outil. Disponible sur le site de l'association Sparadrap. Suivante. Grâce à la vibration et à ses ailes glacées, Buzzy provoque un engourdissement et un fourmillement qui permettent de bloquer la transmission de la douleur aiguë. Selon la théorie du gate control, une stimulation non douloureuse, comme la vibration, peut réduire le signal douloureux transmis de la périphérie vers le cerveau en activant des fibres non nociceptives. Leur diamètre étant plus grand que celles qui transmettent les messages douloureux, le signal est intercepté.
Cela se produit grâce à l'intervention d'un interneurone inhibiteur qui est situé dans la corne dorsale de la moelle épinière. Il agit comme une porte. Les informations douloureuses transmises au cerveau sont arrêtées. Le contrôle inhibiteur diffus de la nociception fait référence, lui, au mécanisme endogène descendant de modulation de la douleur. La douleur liée à l'aiguille peut être réduite par l'application d'un autre stimulus nociceptif, par exemple le froid, qui, appliqué pendant 30 à 60 secondes, stimule les fibres C. Elles transmettent alors des informations thermiques nociceptives et on suppose que le froid intense active une stimulation supraspinale qui augmente le seuil de douleur global du corps et entraîne une atténuation générale de la douleur, y compris au point de ponction. L'objectif de la distraction est de capter l'attention de l'enfant afin de la détourner du soin. En l'aidant à se concentrer sur quelque chose d'agréable, en proposant des tâches qui mobilisent un des 5 sens, l'enfant est moins à l'écoute de la peur et de la douleur, leur perception est alors atténuée. Suivante. Diapositive suivante. Parmi les dernières publications sur Bezy en 2019 et 2020, certaines ont montré son efficacité pour réduire la douleur liée aux soins impliquant des aiguilles, d'autres non. La première étude était un essai contrôlé randomisé qui a comparé 3 méthodes non pharmacologiques pour réduire la douleur de l'injection intramusculaire chez des enfants âgés de 5 à 10 ans. 160 enfants ont été inclus, 40 dans chaque groupe, un groupe contrôle, un groupe Bezy, un groupe shot blocker et un groupe qui souffle des bulles de savon. Les niveaux de peur et de douleur évalués par les parents, les patients et un observateur étaient significativement plus faibles dans le groupe Bezy. Une autre étude contrôlée et randomisée a comparé 3 groupes de 50 enfants âgés de 7 à 12 ans qui subissaient aussi une injection intramusculaire de pénicilline dans un service d'urgence pédiatrique. Il n'y a pas eu de différence significative entre les groupes pour les scores d'anxiété. En revanche, les enfants du groupe Bezy étaient significativement moins douloureux que ceux du groupe shot blocker et du groupe contrôle, 1 minute et 5 minutes après l'injection. Une autre étude de Yilmaz a évalué l'effet de Bezy sur l'anxiété et la douleur d'enfants lors de la pause de perfusion. Elle concernait 60 enfants âgés de 8 à 16 ans. Les résultats n'ont pas montré de différence significative entre les 2 groupes, que ce soit sur le niveau d'anxiété ou de douleur. La moyenne d'âge des enfants était de 12 ans. Ils étaient peu anxieux et non douloureux. Une revue systématique a comparé l'efficacité de plusieurs dispositifs vibratoires, dont Bezy. Elle impliquait 1727 enfants âgés de 15 jours à 18 ans et concernait la ponction veineuse, l'intramusculaire, la ponction au talon, l'injection intraorale d'anesthésie locale. Les résultats de la méta-analyse comprenant 21 essais ont montré un bénéfice dans l'utilisation de la stimulation vibratoire et Bezy était le plus efficace pour réduire la douleur des ponctions veineuses et des injections intramusculaires. Cependant, la confiance dans la qualité des preuves est faible, les études étant hétérogènes. Enfin, un essai contrôlé et randomisé a été mené dans les centres de vaccination de 3 hôpitaux français, l'hôpital de Nantes, celui du Mans et l'hôpital de Vendée. L'étude visait à tester la non-infériorité de Bezy par rapport au patch de lidocaïne. 215 enfants âgés de 4 à 15 ans ont été évalués lors de vaccination ou de ponction veineuse. 205 enfants ont été vaccinés, principalement contre l'hépatite A et la fièvre jaune. Les conditions de réalisation de l'injection étaient sensiblement les mêmes pour tous les patients, accompagnement des parents et utilisation de techniques de distraction par les infirmières. Dans les 2 groupes, les patients sont peu douloureux. Cependant, les résultats n'ont pas montré la non-infériorité de Bezy. Il n'est pas aussi efficace que le patch de lidocaïne dans cette étude. À noter que 43% des enfants du groupe Bezy n'ont pas voulu utiliser les ailes froides, alors que l'association du froid et des vibrations augmenterait le soulagement.
Cela pourrait être une raison à sa moindre efficacité. La douleur et la peur liées aux soins, et en particulier aux soins impliquant des aiguilles, peuvent avoir de nombreuses conséquences comme l'anxiété, le malaise vagal, la phobie des aiguilles, l'augmentation de la douleur perçue lors de soins ultérieurs. Prévenir cette douleur iatrogène est de la responsabilité des soignants. Les infirmiers ont un rôle fondamental à jouer dans le choix et l'usage des méthodes de soulagement. Disposer de plusieurs moyens antalgiques favorise une gestion plus efficace et opportune de la douleur. Diapositive suivante. Besie est un dispositif non pharmacologique qui associe plusieurs modes d'action, une action sur le système nociceptif grâce aux vibrations et au froid, une action sur le réseau de modulation de la douleur grâce à la distraction. En créant une ambiance rassurante, en captant l'attention de l'enfant, on modifie le contexte dans lequel survient la douleur, ce qui favorise une baisse de la perception douloureuse. Avant la ponction, proposez à l'enfant d'essayer Besie pendant quelques secondes, ce qui va lui permettre de constater ses effets. Puis Besie est placé sur la zone du corps qui doit être piquée et maintenu en place pendant 30 à 60 secondes. Pour réaliser le soin, on déplace Besie au-dessus du point de ponction. Il vibre pendant toute la durée du soin. On peut insérer un garrot pour les ponctions veineuses. Il peut être utilisé avec ou sans ses ailes froides. Il est plus efficace lorsque l'on associe des techniques de distraction. Diapositive suivante. Un élément déterminant de la prise en charge est de capter l'attention de l'enfant. La peur, souvent présente, majore le vécu douloureux. Une voix rassurante l'atténuera. En situation aiguë, il est parfois difficile pour le patient d'écouter le praticien. Multiplier les sollicitations, utiliser le toucher, la surprise, va permettre au patient de moins écouter la douleur. On ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps avec la même intensité. Plus on est à l'écoute d'autre chose, moins on écoute la douleur. Le film que vous allez voir est un exemple d'utilisation de Besie en situation de soins. Des moyens médicamenteux et non médicamenteux sont combinés pour diminuer la perception de la douleur. EMLA, méopa, distraction, saturation de parole. On peut regarder le film. Mon petit ami l'ours brun va venir te faire des petites chatouilles. Tu te souviens de ça? Alors je vais lui mettre des ailes. Comment elles sont? Elles sont un petit peu rafraîchissantes. D'accord? Et tu vas voir comment ça va te faire du bien. Voilà, je vais te venir dans le dos. Et puis au bout de quelques instants, tu vas te rendre compte que ton dos est tout anesthésié, comme avec la crème. D'accord? Alors devine c'est quoi, les deux avec la casquette rouge, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Eh bien en fait c'est le service de sécurité. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Voilà, exactement. T'as vu? Hein? Ils viennent lui dire, dis donc madame, vous êtes au French Canton ou vous êtes un appareil photo? Ah, il y en a un là, 2, 3 et 4. Eh bien t'as trouvé les 4, ils sont faciles, ils sont 4 points. Hein, d'accord? Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que l'arbitre il montre un carton rouge? Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça. Hein? Parce que l'autre, il a attrapé avec sa main, il a attrapé le t-shirt. Hein? C'est ça? Ok, alors à ton avis, ils ont marqué déjà combien? Combien ils ont marqué de buts déjà là? Combien ils vont gagner? Le Barça, il va gagner à combien contre le Real? Tu voudrais qu'il gagne à combien? Tu veux la chose avec moi? Et qu'est-ce qu'ils chantent les supporters là sur cette image? Regarde bien dans les supporters, ils ont des pancartes. Et alors c'est pas marqué allez les bleus, c'est marqué quoi? C'est marqué olé les bleus. Et pourquoi c'est marqué olé les bleus? Et parce que c'est des vaches, ils sont crus dans une arène de toréador. Hein? C'est ça? Voilà, on y va. Tranquille, super. Et moi je vois que ça, tout se passe très très bien. Alors tu te rappelles où est-ce qu'il a caché les petits os, le chat? Alors vas-y, remonte-moi les endroits. Alors, où ça? Un dans le poireau. Non, là tu me montres un escargot. Non, c'est pas celui-là. C'est pas dans celui-là qu'il est, hein. C'est dans un autre chou.
Voilà, celui-là, ok. Ensuite, un dans l'aubergine. Ah, tu sais à peu près où c'est, mais voilà. 2, un sur l'oie, ça fait 3, 4 et 5. Ça fait 5 au total. T'as vu, on a terminé le soin. D'accord? Est-ce que tu veux que j'arrête la petite abeille? Tu veux que je la continue? Ok, je la continue un petit peu comme ça pour faire un petit câlin. Un petit massage, ça fait du bien. Ok, super. Je vais diminuer le ménopause, d'accord? Quand le ballon il va être tout vide, on va pouvoir se rallonger tranquillement. Voilà. On va pouvoir se rallonger après. Quand on va te le dire, on va se rallonger tranquillement. Regarde, lui, le petit ours brun, il va aller hop, 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 il va se retourner dans sa maison. Voilà, et puis dans 1 minute, tu vas pouvoir te rallonger tranquillement. Voilà, merci. Et sur le terrain, en 2019, la mise en place et l'évaluation du dispositif BUZI dans un centre de soins primaires pédiatriques aux États-Unis a été le projet de thèse d'un doctorat en sciences infirmières. Le projet s'est déroulé sur une période de 16 semaines, 2 semaines de formation et 14 semaines d'utilisation pour vacciner des enfants âgés de 4 à 17 ans. Il a été proposé à 761 enfants, 618 l'ont utilisé, 143 ont refusé. L'enquête de satisfaction anonyme a montré que 97% des enfants et des parents étaient satisfaits de la vaccination avec BUZI. Le pourcentage d'infirmières utilisant BUZI a augmenté de 40 à 100% pendant les 14 semaines de mise en œuvre. La satisfaction des infirmières a augmenté au fil des semaines. Dans ce projet d'amélioration de la prise en charge de la douleur liée aux vaccinations, les temps de formation individuels ont permis aux infirmières de développer leurs compétences pour manipuler BUZI et l'accompagnement durant la mise en place, 14 semaines, a permis d'inscrire le projet dans la durée. Pediadol a lancé une enquête en ligne en juillet 2020. 98 personnes ont répondu à cette enquête. Elles travaillent en France, en Belgique et au Luxembourg et nous les en remercions. Diapositive suivante. Voici les résultats. 72% des répondants sont des infirmiers, 20% sont des médecins, 8% sont des auxiliaires de puériculture et des aides-soignantes. Plus de la moitié travaillent en pédiatrie depuis plus de 10 ans. La plupart travaillent dans des services hospitaliers, mais aussi dans des instituts médico-éducatifs, des maisons de santé, des cabinets ou un laboratoire. Diapositive suivante. 84 personnes connaissent BUZI et un peu plus de la moitié, 45, l'utilisent. Les causes de défaut d'utilisation sont la non-disponibilité du dispositif, qui n'a pas été acheté, qui est cassé ou perdu. Aussi son manque d'efficacité, le manque de facilité d'utilisation et l'impression qu'il fait peur aux enfants. Diapositive suivante. BUZI est utilisé avec des enfants âgés de plus de 2 ans. La moitié des professionnels s'en servent, quel que soit l'âge de l'enfant. Les soins impliquant des aiguilles comme ponction veineuse, intramusculaire, ponction lombaire, injection sous-cutanée sont les principales indications, et aussi soins dentaires, soins de gastrostomie, ablation de redons et de points de suture. Pour la majorité des professionnels, le dispositif est très facile à employer. Diapositive suivante. D'après la moitié des soignants qui utilisent BUZI, le dispositif est facile à maintenir sur le corps de l'enfant. Cela varie selon la présence d'un tiers et la localisation du soin. BUZI a un effet antalgique pour 89% des professionnels. Ces ailes froides et des techniques de distraction ou des techniques hypnotiques telles que les cartes, les bulles de savon, un kaléidoscope, un bâton de pluie, de la musique, des chants, des jeux sur une tablette sont le plus souvent appliqués. Des moyens non pharmacologiques comme l'EMLA et le MEOPA sont aussi parfois associés dans 30% des cas. Diapositive suivante. Selon les soignants qui ont répondu à l'enquête,
enfants et parents sont largement étonnés et satisfaits par l'efficacité de Buzzy. Avec Buzzy, les professionnels ont remarqué un effet antalgique et une facilité à détourner l'attention de l'enfant. Diapositive suivante. Pour terminer, je vous propose de regarder et d'écouter le témoignage d'une infirmière qui utilise Buzzy et je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'aventure de l'association Je Picou. Pour commencer, je voudrais vous présenter du petit matériel de détournement d'attention et notamment ma petite abeille. Alors ma petite abeille, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu ou très peu en France en tout cas et qui marche vraiment très bien. Donc c'est un procédé de détournement d'attention mais aussi d'analgésie. Je vais vous la montrer, moi je l'utilise sur les enfants mais aussi sur les adultes, les personnes phobiques. Et c'est vraiment, après maintenant c'est eux qui me demandent, ça marche bien et c'est pas les infantiliser que de leur proposer des solutions à leur phobie, vraiment c'est quelque chose qui vraiment a fait ses preuves. Alors ma petite abeille, je vais vous la montrer, je me la suis installée pour vous montrer. Donc là j'ai mon garrot en dessous, voilà, qui est là. J'ai ma petite abeille par-dessus, et puis donc là, ce que vous voyez en bleu, là, c'est des patchs qui se mettent au congélateur ou au frigo. Moi, souvent, je les laisse au congèle parce que ça se décongèle assez vite, et puis c'est ce qui fait que c'est très efficace au niveau de l'analgésie. Donc, c'est des petits patchs comme ça qu'on vient accrocher derrière l'abeille, je vous montrerai après. Donc, cette abeille-là, elle vibre. Donc, on a plusieurs types de vibrations. Donc, une vibration continue, et puis une vibration saccadée. Le froid irradie, ce qui fait que le lieu de ponction ou d'injection, avec le froid, donc c'est un petit peu anesthésié. Et puis les vibrations, ça fait qu'on ne sent pas trop ce qui se passe au niveau du bras. Donc en plus, on discute, on parle plein d'autres choses évidemment, et ça marche super bien. C'est maintenu avec la petite sangle, donc je vais décrocher la petite sangle pour vous montrer. Voilà. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est accroché derrière. Donc c'est tout simple, donc les petits patchs qui se mettent au congélateur ou au frigo, et puis là on a un petit crochet, on vient glisser le patch dans le crochet et voilà, après c'est maintenu avec la sangle. Bon, moi souvent, voilà, comme vous avez vu, j'ai mon garrot qui passe en dessous et ça gêne absolument pas pour le prélèvement. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser, beaucoup d'enfants l'aiment aussi. Alors après je leur montre toujours avant de le placer, je leur dis ça fait pas mal, regarde, c'est froid, c'est juste froid. Et donc du coup on met sur la main notre main, la main de la maman ou du papa ou de la personne qui accompagne l'enfant souvent, ou la main de l'enfant avant de commencer pour qu'il se rende compte que finalement c'est juste du froid. Après je lui montre exactement, je lui montre aussi l'abeille, je lui dis tu préfères comme ça ou tu préfères comme ça, donc je lui fais choisir quelle méthode de vibration il aime. Et puis je lui dis surtout que s'il veut on peut changer en cours de route, c'est pas grave, parce qu'une fois que c'est en place j'ai juste appuyé sur le bouton pour changer, c'est vraiment très très simple. Voilà. Après il y a des enfants que ça peut effrayer, on leur demande et puis ils nous disent non je veux pas l'abeille, j'aime pas les abeilles, voilà. Mais 98% du temps c'est super bien accueilli. Et ça marche vraiment très bien. Donc voilà, c'était le premier petit matériel de détournement d'attention pour tout ce qui est piqûre en fait. Et c'est super efficace. Voilà, et bien à bientôt. Très intéressante et rigoureuse, d'un outil qui est joli, qui allie une action nociceptive à la distraction. On voit bien comment l'abeille renvoie un imaginaire très positif, à la fois pour les enfants et les adultes. Maintenant, nous allons donner la parole au docteur Charlotte Seguiot, qui est pédiatre à Mâcon et à Dijon en pédiatrie et réanimation néonatale. Elle va nous présenter sur la bonne voix, intérêt de la voix chantée lors du fond d'œil en néonatologie. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler donc, de la voix chantée dans le cadre d'un examen qui s'appelle le fond d'œil qu'on réalise en néonatologie. Du coup, diapositive suivante s'il vous plaît. Alors, tout au long de cette présentation, je vais vous parler de la voix chantée. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir que c'est une personne physique qui va se trouver à côté de l'enfant, qui va soit chanter une chanson, soit fredonner une berceuse. Dans tous les cas, c'est vraiment quelqu'un qui va être là. C'est pas du tout une musique enregistrée qu'on va mettre, par exemple, sur un téléphone portable, parce qu'on sait que ça
ça marche un peu moins bien, surtout en néonatologie. On chante depuis la nuit des temps pour beaucoup de choses. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience, et notamment pour apaiser les enfants, que ce soit pour de la douleur ou juste pour les endormir, pour les distraire, pour se donner du courage, pour les cultes, pour plein d'autres choses. Diapositive suivante. Merci. Alors, du coup, la musique et la voix chantée, surtout, c'est utilisé dans les services de pédiatrie depuis de très nombreuses années. Ça peut être utilisé, donc, soit par exemple aux urgences, quand on est en train de faire une prise de sang pour distraire l'enfant, ou pour un pansement. C'est également utilisé à la maternité maintenant assez couramment pour faire les tests de dépistage du buterie. Ça permet vraiment d'être avec l'enfant, de l'accompagner, de l'encourager, d'essayer de le distraire. Ça permet aussi de le faire participer, de chanter avec nous. Et c'est vraiment bien quand le parent est là pour pouvoir aussi participer, chanter avec son enfant. Et voilà, ça lui permet aussi d'avoir un rôle vraiment autre que juste spectateur du geste douloureux. Diapositive suivante. Donc, en néonatologie, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le service où on hospitalise tous les enfants qui sont nés prématurément. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont nés trop tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui naît prématurément, même vraiment extrême prématuré, l'appareil auditif, donc l'oreille, c'est fonctionnel. Par contre, c'est pas un organe qui va être complètement mature. Donc, il y a des petites différences, notamment avec nous, les adultes, surtout au niveau du seuil de douleur. Nous, par exemple, on a mal à 120 décibels. Un enfant prématuré, il aura plutôt mal à 70 décibels. Donc, il faut qu'on s'adapte un petit peu. Mais dans tous les cas, l'enfant, il va entendre. Donc, on peut tout à fait chanter, lui parler. L'avantage de la voix chantée, c'est que ça permet donc de stimuler cette oreille, et ce, de façon positive. Parce qu'au cours de la journée, il va y avoir des stimulations qu'on va dire plutôt un peu négatives, type le pouce-seringue d'alimentation qui sonne parce qu'on a fini. C'est pour ça que dans beaucoup de services, maintenant, on essaie de ne plus avoir ces types de sonneries. C'est énormément utilisé depuis plusieurs années. Il y a énormément d'études également là-dessus pour la voix chantée dans les soins de soutien vraiment au développement. On va essayer de l'utiliser régulièrement dans la journée. On fait généralement une petite demi-heure par jour, et ça permet vraiment d'englober en fait l'enfant. On demande aussi aux parents, on leur propose en tout cas d'y participer, et ça permet d'avoir une relation parent-enfant un peu particulière, d'avoir ce moment où les parents, souvent, ils l'ont dans les bras, où ils font les soins, par exemple le changement de couche, ou donner le biberon ou le sein. Ça permet de mettre en place aussi des routines qu'ils vont pouvoir réutiliser ensuite à la maison quand ils seront sortis de tout le cadre hospitalier. Diapositive suivante. Alors, pour les soins douloureux, on utilise également depuis de nombreuses années en néonatologie. Alors, comme c'est une population qui est plus fragile que les autres, on recherche toujours des choses qui ne soient pas médicamenteuses, justement pour éviter un peu les effets secondaires, et puis, etc. L'avantage d'avoir quelqu'un qui est à côté de l'enfant qui chante, ça permet de s'adapter. C'est-à-dire que si on voit que vraiment ça ne lui plaît pas, on va changer de chanson, on va changer de rythme, voilà, on peut vraiment s'adapter. Ou au contraire, si vraiment on voit que ce n'est pas le moment, ça ne lui plaît pas, eh ben, on peut également arrêter. Inclure les parents dans ça, ça permet vraiment qu'ils aient un rôle de soutien, qu'ils soient avec leur enfant et qu'ils ne soient pas juste de l'autre côté de la couveuse à regarder. Ça permet vraiment d'avoir cette enveloppe de l'enfant. Diapositive suivante. Alors, je vais vous parler bien sûr de ce qu'on appelle les fonds d'œil. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Pourquoi on fait des fonds d'œil? Alors, les fonds d'œil, on va les faire chez les enfants qui sont nés grands prématurés ou qui ont un petit poids de naissance. Donc, c'est en dessous de 1200 grammes et en dessous de 32 semaines. Généralement, ça va de pair. Alors, pourquoi on va faire des fonds d'œil? En fait, le but de cet examen, c'est du dépistage. Ça permet de rechercher ce qu'on appelle la rétinopathie du prématuré. C'est les photos que je vous ai mis à côté. En fait, l'œil de l'enfant, il est fonctionnel, mais pareil comme l'oreille, il n'est pas encore mature. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on a des petits vaisseaux aberrants qui vont se mettre au niveau de la rétine. Et le risque de cette pathologie, si on la laisse évoluer, c'est que ça arrive à ce que vous voyez en bas, c'est-à-dire que ça va décoller. Et quand ça décolle, le risque, c'est que l'enfant devienne aveugle. Alors, bien sûr, heureusement, en France, c'est des choses qu'on voit extrêmement rarement parce que justement, on va faire cet examen de fond d'œil régulièrement. L'inconvénient du fond d'œil majeur, c'est que c'est un examen qui est douloureux. Dans les études sur ce thème, et surtout pour les enfants prématurés, l'échelle de douleur qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la PIPP, et un fond d'œil, c'est entre 17 et 18 sur 21. Donc, ça vous montre vraiment que c'est assez douloureux quand même comme examen. Diapositive suivante.
Donc en fait, là, je vais vous montrer un peu comment on fait à Dijon, nous les Fondeuils, depuis plusieurs années en fait, on utilise la voix chantée. Dans les recommandations françaises, internationales et tout, pour limiter la douleur liée à ce geste, on utilise alors des collyres anesthésiants, c'est-à-dire des gouttes qu'on va mettre directement dans l'œil. Voilà. Ensuite, on va mettre une tétine, donc la succion non nutritive, et une solution sucrée. On va également coucouner l'enfant et dans les recommandations, ils disent et on a le droit d'associer un peu tout ce qu'on veut d'autre. Donc, nous, ça fait plusieurs années qu'on fait avec la voix chantée. Voilà. Donc, le film, je l'ai découpé en petits morceaux pour que vous voyez vraiment bien comment ça se passe. Donc, en premier, on va installer l'enfant. Donc, on va pouvoir du coup lancer le film. Si ça marche. Alors, tu fais ta petite bouche en cage, jeune fille? Qu'est-ce que tu veux t'essayer? Donc, diapositive suivante. Et donc ensuite, on va mettre en place donc, la tétine avec la solution sucrée. Donc, on peut lancer le film, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien. Bah oui, tu vois, ça fait du bien de téter d'un peu de sucre comme ça. Voilà, elle t'aide bien. Ah ouais. Bah oui, ça va être plus facile pour toi. Bah ouais. Diapositive suivante. Et donc, une fois qu'on a bien coucouné l'enfant, qu'on lui a mis le sucre, la tétine, c'est là que la voix chantée commence. Donc, certaines infirmières vont vraiment chanter et d'autres qui, comme Nathalie, là, vont plutôt fredonner une berceuse. Du coup, on peut lancer la vidéo. Donc, pendant ce temps-là, vous avez l'autre infirmière qui est en train de se préparer pour vraiment faire le fond d'œil. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va faire le fond d'œil. Alors, je préviens hein, pour les gens, parce que vous n'avez peut-être pas vu vraiment comment ça se passe. Vous allez voir, en fait, on met en place des écarteurs pour vraiment pouvoir avoir accès à l'œil de l'enfant. On aura préalablement dilaté la pupille une heure avant. Ensuite, on va mettre du gel et on va vraiment coller la caméra sur l'œil de l'enfant. Donc, c'est ce que vous allez voir maintenant dans le film. Allez, on est la chouette. Diapositive suivante. Donc là, c'est pour vous montrer un peu, donc c'est toujours le même fond d'œil, hein, mais d'une prise un petit peu différente pour vous montrer. Donc il y a l'enfant au milieu, il y a une infirmière qui fait le fond d'œil et l'autre qui va vraiment s'occuper de coucouner l'enfant, de chanter, de lui remettre un peu de sucre si besoin, etc. Donc on peut lancer le film. Diapositive suivante. Donc à la fin du fond d'œil, on va maintenir en fait la voix chantée pour aider vraiment l'enfant, enfin toujours l'envelopper pour essayer pour l'aider à récupérer. Donc je vous laisse lancer le film, merci. Voilà, donc
ça faisait voilà, plusieurs années qu'on commençait à faire des fonds d'œil comme ça. Et donc, on avait vraiment l'impression que les enfants avaient moins mal en associant la voix chantée. Donc, pour ça, on a voulu le prouver. Et donc, on a voulu faire une étude dans le service. Donc, nous avons réalisé l'année dernière, sur 7 mois, une étude pilote donc au sein du CHU de Dijon, où on a inclus des enfants qui avaient besoin d'un fonds d'œil et notamment d'un premier fonds d'œil pour la comparabilité des groupes. On a inclus 40 enfants, on a fait 20 enfants dans le groupe donc voix chantée, donc le fond d'œil s'est passé comme vous l'avez vu précédemment, et 20 enfants dans un groupe contrôle où c'était la même chose, mais juste il n'y avait pas la voix chantée. Donc c'est des enfants qu'on a filmés et ensuite on a évalué, on a regardé ces vidéos en étant aveugles, sans savoir dans quel groupe ils étaient, pour évaluer la douleur de ces enfants. Donc on a évalué avec l'échelle de PIPP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc nos résultats, diapositive suivante du coup. Voilà, donc nos scores de PIPP, dans le groupe voix chantée, on était à 14,7 en moyenne, et dans le groupe contrôle, on était à 15,9. C'est des scores qui restent élevés, on a diminué que de 1 point, on va dire, avec la voix chantée, mais c'est toujours 1 point. On avait évalué le score aussi de douleur avant, pendant et après le fond d'œil, donc c'est ce que vous voyez avec les petites boîtes. Voilà. Donc, statistiquement, ce n'est pas significatif, notre étude, mais néanmoins, la voix chantée, ça peut quand même être un petit moyen supplémentaire, parce que si on arrive avec plein de petits moyens à diminuer progressivement point par point, le but, c'est vraiment d'essayer de ramener ce geste dans une douleur qui est, le mieux, ça serait nul, ou du moins assez faible. Diapositive suivante. Donc maintenant, je vais laisser. Donc c'est l'infirmière qui faisait la voix chantée tout à l'heure sur le film, vous parler, dire un petit peu leur ressenti. Donc on peut lancer le film, merci. Bonjour, je suis Nathalie, référente REDCAM, et j'ai pu participer à l'expérience du fond d'œil avec la voix chantée. Lors d'un fond d'œil, nous offrons un soutien postural aux enfants, en les enveloppant dans un drap et en les contenant avec nos mains. Nous associons ce geste avec une tétine et une solution sucrée médicamenteuse. Depuis quelques années, nous fredonnons les chansons aux enfants pour leur offrir un soutien auditif pendant ce geste désagréable. De manière générale, les enfants sont bien réceptifs à ce chant et ils supportent mieux le geste désagréable que l'on peut provoquer avec la REDCAM. Un autre retour qu'on a des infirmières, notamment des infirmières qui font, elles, le fond d'œil, c'est qu'elles trouvent qu'elles sont aussi plus détendues, en fait, que la voix chantée, ça agit aussi sur le bébé, mais également aussi sur elles. Du coup, comme elles ont un peu moins d'appréhension pour faire le geste, il va aussi plus vite. C'est vrai que nous, on s'était confrontés à un problème où on n'avait plus d'infirmières qui voulaient du tout faire les fonds d'œil parce qu'elles trouvaient que c'était trop douloureux. Et au final, en amenant la voix chantée, ça permet aussi que ce geste il soit mieux fait plus sereinement. Et une autre chose, je rejoins un peu le diapositive d'avant, c'est que ça permet en fait d'avoir 2 infirmières. Parce qu'avant, on avait une infirmière qui faisait le fond d'œil, mais qui était toute seule. Et maintenant, on a une deuxième infirmière qui est là pour s'occuper de l'enfant et pour l'envelopper. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux. Du coup, je vous ai remis la bibliographie si jamais vous voulez aller voir un petit peu. Et diapositive suivante. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation tout à fait passionnante et effectivement la découverte de moyens simples, qui semblent simples et qui changent considérablement les choses. Alors on arrive au terme de cette première partie de notre congrès et on vous propose une petite surprise, une synthèse théâtrale qui va revenir sur les points qu'on a abordés, que les uns et les autres ont abordés durant cette première session et cette première partie de la matinée. Donc, en avant le théâtre. Petite Julia, on va te faire un petit soin.
Ça risque de faire un peu mal. Oui, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Hein. Oui, tu te détends et tu restes calme. On t'a préparé une pleine panoplie d'attractions pour te distraire. Attraction numéro 1. Tu as mal. Oh, mais c'est normal. Attraction numéro 2. Oh, bah, elle a disparu. Oh, là là, dis donc, T'as encore mal. Alors ça, c'est pas normal. Ouais. Bon, attraction Numéro 3. T'as toujours mal. Ah, ça, c'est anormal. Attraction numéro 4. Tu vois, Julien, c'était pas si compliqué. Il fallait pas avoir peur. On va pouvoir passer aux questions. On a eu un certain nombre de questions pour Rebecca Shankland qui concernaient l'évaluation des liens d'attachement et notamment comment repérer des liens insécures et puis quelles propositions thérapeutiques pourraient être faites. Rebecca, moi je vous proposerais peut-être de resserrer la question en vous demandant si vous auriez des préconisations à faire pour la relation de soins, notamment dans le cadre du soin douloureux. Auriez-vous voilà, peut-être des choses qu'on pourrait utiliser dans la pratique, dans l'accompagnement des enfants à l'hôpital? Je ne sais pas si Rebecca... Vous m'entendez pas? Oui, on vous entend. Ça y est. Ok. Oui, donc ce que je disais, c'est que ça rejoint les présentations suivantes qui ont été réalisées et qui montrent l'importance du cadre sécurisant qui est proposé et de l'attention aussi, la place qu'on peut faire aux parents dans ce cadre-là. Et donc, je pense que vous, dans le domaine du soin, vous êtes finalement déjà très attentif à ces aspects-là. Donc, je dirais, ce qu'on constate actuellement, c'est surtout au niveau des professionnels de l'enfance, ou en tout cas de l'accompagnement dans la durée, ne pas hésiter à maintenir toujours le même référent, c'est-à-dire au lieu de se dire il ne faut pas que l'enfant s'attache, donc on va passer la main à d'autres. Au contraire, se dire que plus l'enfant se sent en sécurité avec un adulte, plus ça va être facile pour lui de faire aussi confiance aux autres. Donc voilà, ne pas craindre cette dimension de l'attachement qui est parfois mal comprise ou mal perçue, à la fois par les professionnels et même par les parents eux-mêmes. Merci. On peut peut-être passer à une question qu'on a posée au sujet justement d'Illuminart. Vous avez été nombreux à poser des questions sur justement ce dispositif
il y a eu un certain nombre de questions sur justement comment obtenir ce dispositif, quelle modalité de fonctionnement. Peut-être que Céline, tu peux juste nous dire un petit mot et redonner peut-être le contact aussi de la personne d'Illuminart. Tout à fait. Alors, Illuminat, vous avez vu, c'est une association qui a créé ça, Art dans la Cité. Alors, je pense que le plus simple, c'est vraiment de se mettre en lien avec eux. Vous verrez sur la plateforme Pédiadol là, de la journée, dans les associations, vous avez Art dans la Cité, donc n'hésitez pas à les contacter, principalement Madame Even. Voilà, c'est vraiment elle qui pourra vous aider à le mettre en place. Et ce qui est possible aussi de faire, c'est éventuellement de répondre à des appels à projets afin d'aider aussi au financement de ce dispositif, de voir dans quel cas vous pouvez les mettre et pour que ce soit aussi le plus adapté à vos services. Merci Céline. Il y avait également en fait une petite question toujours à propos d'Illuminart et quelqu'un en fait voulait avoir un peu des informations par rapport aux enfants pour lesquels en fait on était resté en échec. Donc c'est 4,5% d'enfants qui gardent une contention et c'est 6,5% d'enfants qui restent en fait avec une douleur importante. Et il y avait une question qui portait sur ce type d'enfant. Merci. Je pense que pour ces enfants, effectivement, c'est ce que je vous disais. Je pense que ce sont vraiment les enfants où il faut réfléchir à plus. Où on sait que ces soins-là vont être difficiles, on sait qu'ils vont avoir de la contention, on sait qu'il va y avoir de la douleur. Et je pense que là, c'est tout un travail aussi professionnel à faire pour organiser une hospitalisation de jour ou en tout cas une prémédication adaptée. C'est des soins et des enfants auxquels on aura beau mettre plein de moyens en place, s'il n'y a pas de prémédication associée, donc antalgique et éventuellement avec de la morphine, éventuellement avec de l'hypnovel associé, on aura beaucoup de difficultés. Donc c'est là, je pense, où il faut réfléchir un peu tout ce parcours de soins des enfants et puis voir comment on peut organiser au mieux en hospitalisation de jour ou en tout cas avec une prémédication et une surveillance adaptée derrière. Oui, ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est que votre étude, elle montre aussi à quel point c'est important d'objectiver ce qui se passe dans un service, ce qui se passe pour une certaine population en termes d'analgésie, de qualité d'analgésie. On voit aussi qu'on peut dépister en fait ces populations à risque et que la véritable réponse pour ces enfants-là, c'est l'anticipation, c'est la collégialité, c'est la complémentarité des moyens. Et on a pu voir aussi à quel point la complémentarité des moyens, de la relation avec l'outil de distraction, c'était quelque chose de très fort. Je trouve que c'est en lien aussi avec ce que Rebecca nous a appris ce matin, au sens où la relation, en fait, tous ces mouvements relationnels vont en fait soutenir aussi les liens entre l'enfant et son parent. Tu as beaucoup parlé de la présence des parents lors de ces soins, et ça c'est aussi un point très important. Et donc le rôle en fait de l'outil qui est venu finalement soutenir le lien relationnel entre l'enfant, son parent et le soignant. Ça, c'est sans doute quelque chose à relier avec la présentation de Rebecca Shankland. Peut-être que Rebecca, vous pouvez juste nous dire un petit mot sur l'articulation, justement, à partir de l'exemple du Buzzy, de la voix chantée ou d'Illuminart. Oui, effectivement, ce que montrent les recherches, c'est aussi l'importance de la voix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une proximité physique avec l'enfant, si par exemple le parent est un peu plus loin et pendant que les soignants font des gestes sur l'enfant, le simple fait d'avoir la voix du parent a déjà cet effet rassurant, comme s'il y avait une proximité physique avec le parent.
Donc, bon, là, c'est les soignants aussi qui prennent le relais sur cette voie, mais dans tous les cas, il y a effectivement cet effet apaisant, cet effet contenant. Qui s'adressait à Nathalie au sujet du Buzzy. Il y a également des questions autour de comment se procurer ce matériel et combien ça coûte. Ces questions-là, elles sont quand même un peu importantes. Et il y avait une question, on a vu ce joli film à propos de la PL et du Buzzy. Et certaines personnes se posent la question de l'efficacité parce que finalement, à la fin du film, on ne voit pas on n'a pas le témoignage de l'enfant. Donc, est-ce que Nathalie, tu veux nous dire un mot là-dessus? Oui. Donc, Buzzy, il est disponible sur le site de l'association Sparadra. Il doit coûter à peu près 75 €. On peut aussi l'acheter directement sur le site de Buzzy aux États-Unis. Et à propos de la ponction lombaire, l'enfant n'a rien senti en fait. Elle s'est pas rendue compte qu'on l'avait piqué. Elle était tellement occupée avec le match de foot et à chercher les trucs dans le jardin que voilà, elle était complètement ailleurs et elle se souvient pas. Elle s'est pas souvenue qu'on l'avait piqué. Merci beaucoup. Et là encore, un très bel exemple de la complémentarité des aspects à la fois un peu techniques du support, le Buzzy, mais la relation. Et Nathalie, tu nous en fais la démonstration par cette présentation. Merci beaucoup. Eliane? Question sur l'échelle de Prick. Et réponse, Je n'entends pas. Je suis désolée, j'ai un problème de son. Alors, Béné, tu m'entends? Ah, pardon, j'ai pris la parole mais sans son. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme pour aller voir le stand d'Illuminart. On a aussi une question sur l'échelle de Prick. On a dans l'auditoire, on nous demande ce qu'est cette échelle et donc Bénédicte, est-ce que tu veux répondre ou est-ce qu'on demande à Céline? Alors, du coup, Céline, est-ce que tu veux répondre, même si, entre guillemets, je suis la maman de Prick? Tu es un peu sa marraine. Je te laisse répondre. Je te laisse répondre, Bénédicte. Tu serais quand même la personne la mieux placée pour répondre. Merci beaucoup. Donc, Prick, c'est une échelle qui a vocation à mesurer le degré de force de la contention. On est parfois amené à contenir un enfant et c'est pas toujours évident de repérer à quel degré de force on va utiliser pour assurer cette contrainte physique. Et donc, nous avons toute l'équipe, nous avons validé une échelle que vous pouvez trouver sur Pédiadol très facilement. Donc, je vous invite à taper dans le moteur de recherche de Pédiadol pour rechercher Prick et vous la trouverez très facilement. Mais puisqu'on est en train de parler d'échelle, d'évaluation, eh bien c'est le moment pour vous de remplir le questionnaire de satisfaction qui concerne cette première session. Et donc on va vous lancer le sondage en ligne et vous laisser répondre à ces questions tranquillement. On a le temps pour une dernière question ou pas? Je ne sais pas. Bon. Pour le docteur Charlotte Seguio, alors il y avait deux questions. Il y avait une question sur le type de collier anesthésiant que vous utilisez et puis votre étude ne montre pas de différence significative dans les deux groupes, mais je me demandais si vous aviez observé une différence dans la tolérance lors des soins ultérieurs.
dans le groupe des enfants qui ont bénéficié de la voix chantée. Du coup, pour le collier, c'est l'oxybuprocaïne. C'est celui qui est dans les recommandations actuelles. Pour ce qui est de l'étude, en fait, on s'est vraiment focalisé uniquement sur le fond d'œil. Donc, on les a filmés uniquement pour ce geste et pas du tout après. Et ils étaient anonymisés. Donc, moi, je ne savais pas quel enfant était qui. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire pour la période d'après. Merci beaucoup, merci à tous. Et voilà, nous arrivons au terme de cette session. Vous savez qu'en visio, on a des contraintes beaucoup plus fortes qu'en temps réel. Et c'est vrai qu'on aimerait prolonger très longtemps ces échanges, ces discussions passionnantes. Mais voilà, le format nous contraint aussi à être très strict sur l'horaire. Et donc, c'est l'heure du questionnaire de satisfaction. Et on se rejoint à 11h15 après la pause. Et n'hésitez pas à aller regarder un petit peu voilà, sur la plateforme et aller chercher les informations précieuses en lien avec cette présentation. Très bonne fin de matinée, très bonne fin de journée. À tout à l'heure. Merci.